Vous écoutez France Culture. Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois. Bonjour, ce matin au micro de France Culture, nous sommes en compagnie de Claire Mouradian, chercheur au CNRS, et Anaïde Terminassian, que l'on ne présente plus. Vous êtes toutes deux spécialistes du monde arménien et du Caucase. C'est d'ailleurs au cœur de cette région montagneuse que nous allons nous transporter ensemble pour découvrir une région méconnue qui s'appelle le Haut-Karabagh. Ce sont des vallées reculées, des régions longtemps réputées inaccessibles où l'on trouve une part importante du patrimoine religieux arménien. Une région troublée aussi par un long conflit qui a ensanglanté les années 1990 avec ses cortèges de réfugiés arméniens et azéris. Bonjour Claire, bonjour Anaïde. Bonjour. Peut-être Claire, commencerions-nous ensemble afin de situer sur la carte le Haut-Karabagh. Alors, on est au cœur du Caucase, peut-être devons-nous rappeler ce qu'on appelle le Caucase tout simplement, qui a été soviétique pendant plusieurs décennies et qui maintenant se retrouve au cœur d'une mosaïque de plusieurs pays. Alors, le Caucase est au départ une grande chaîne de montagnes avec des sommets de plus de 5000 mètres qui constituent un isthme entre Europe et Asie, enfin si tant est qu'on puisse séparer complètement ces deux continents dans cette région. Et donc, outre cette grande chaîne qui coupe les grandes plaines russes, où les grandes plaines russes se terminent et qui ouvre ensuite de l'autre côté du versant sud sur le monde persan, le monde proche-oriental. Vous avez aussi un petit Caucase, donc qui sont d'autres chaînes très compliquées, très enchevêtrées. Et le Haut-Karabagh se trouve donc au Caucase du Sud. C'est une dénomination qu'on préfère aujourd'hui à celle de Transcaucasie, qui était longtemps utilisée, mais qui traduisait une vision russe de la région. Donc dans ce Caucase du Sud, à l'extrémité orientale de ce qu'on appelle aussi le plateau arménien, qui représente le territoire historique de l'Arménie. Donc c'est la région à l'extrémité orientale des territoires dits historiques arméniens et qui ont à peu près les mêmes configurations géographiques avec des vallées enchevêtrées, avec des monts volcaniques, donc effectivement souvent inaccessibles, mais surtout inaccessibles de l'ouest, moins de l'est, d'où sont venues les routes des invasions. Donc est à la fois une forteresse montagneuse, d'où ce nom de Haut-Karabagh pour ces hautes régions, qui a connu l'un dans l'autre un peu la même histoire que le reste de l'Arménie, entre Est et Ouest, entre les empires d'Orient et d'Occident, qui a vu des dominations successives comme l'Arménie, des Perses achéménides, des Grecs, des Byzantins, des Arabes, des Ottomans, etc. C'est-à-dire des régions, si je vous comprends bien, qui sont sur des lignes d'achoppement en fait entre plusieurs mondes culturels. Oui, tout à fait, comme l'ensemble de la région d'ailleurs, qui a été bien sûr une zone, c'est une zone de montagne, on évoquait ces hauts sommets. Quelle altitude sommes-nous à peu près ? Au Karabakh, on est vers 3000 mètres, 3-4 000 mètres à peu près pour les sommets, mais les plateaux sont un peu moins hauts, il y a des vallées, voilà à peu près. La hauteur moyenne en Arménie, dans la République d'Arménie est de 1500 mètres. Yerevan est à 900 mètres d'altitude, c'est des hautes plaines. Mais pour le Haut-Caucase, le Grand Caucase, les sommets dépassent 5000 mètres. Et le principal col qui relie les territoires russes, la Russie historique, disons les plaines russes au Caucase du Sud, est à 3000 mètres. C'est la passe de Darial, donc vous voyez que les chemins sont compliqués. Mais donc il y a des vallées et des cours des fleuves qui permettent néanmoins de pénétrer cette région. Donc elle n'est pas totalement impénétrable, bien sûr. C'est une région qui a été découverte, alors là nous parlons du Haut-Karabagh, donc précisément pas du Caucase en général, mais le Haut-Karabagh a été redécouvert entre guillemets à partir de quelle époque ? Est-ce qu'on a des récits des voyageurs du 19e siècle par exemple ? Bien même avant, je veux dire, il y a des récits bien plus anciens, on parle du Caucase dans les historiens et les géographes antiques, donc ils sont passés par ces zones-là, tout le monde passé par là, Hérodote, Pline, etc. Donc la zone n'est pas du tout inconnue dans les temps anciens. Alors
après la conquête russe qui intervient au XIXe siècle, mais qui est aussi le XIXe siècle, l'époque du tourisme généralisé, de la grande mode des récits de voyage, parfois vrais, parfois inventés. C'est-à-dire que certains voyageurs ne sont jamais sortis de leur chambre et ont repris des autres récits. Donc il y a davantage, bien sûr, de passages et de récits donc plus contemporains qui parlent de la région. Une province de l'Empire russe, sinon de l'Empire soviétique, jusqu'au début des années 90. Ensuite, une guerre terrible qui a duré, je crois, plusieurs années. Mais une culture essentiellement arménienne, alors. Alors, avant d'être une province... Une culture partagée, oui, dites-moi. Avant d'être une province russe, je disais, cette région a connu le sort des autres provinces de l'Arménie, donc a été toujours, comme l'Arménie, à des confins d'empires rivaux, donc parfois ayant assujetti, parfois sans souveraineté, parfois avec une souveraineté quand un des empires s'effondre. Donc il y a eu d'autres dominations que la russe. Il y a eu des vieilles dominations que j'évoquais, achéménides, persanes, les Arabes aussi sont venus, les Turcs ensuite, les Séfévides, les Mongols. Enfin, il y a eu toutes les. Vous prenez une chronologie c'est un lieu de passage, des empires de cette région. Donc, mais ils ont été toujours aux marches de ces empires et du fait de leur situation un peu montagneuse, ils ont souvent été difficiles à conquérir complètement. Ils ont pu avoir une domination formelle. Les seigneurs de la région, souvent, comme dans ces hautes-vallées ou dans d'autres régions de l'Arménie, comme le Sassoun ou le Zeytoun, pu conserver une petite autonomie locale. Les seigneurs ont pu être recrutés comme défenseurs des frontières pour ces empires, à défaut de pouvoir... Un empire qui pouvait être musulman aussi. Tout à fait, à partir des Arabes, donc on a l'arrivée des musulmans, mais pas toujours. Bon, à l'époque persane, ça a été longtemps jusqu'à la conquête russe, c'est une région qui est sous domination persane. On oublie d'ailleurs que dans cette région, l'histoire, on parle donc des Russes et des Ottomans, mais on oublie qu'il y a eu 25 siècles de domination ou d'influence persane iranienne sur tout le mot même de Karabakh. Alors, oui, le Kara, ça peut être turc, mais une partie des dynasties iraniennes étaient d'origine turcomane à partir de l'arrivée des Mongols. Donc, les Séfévides étaient une dynastie turcomane. Donc, donc, en turc, ça voudrait dire le jardin noir, en référence aux forêts et aux forêts épaisses qui couvraient la région. Mais d'une façon générale, l'ensemble du Caucase, et en particulier le Caucase oriental, celui plus à l'ouest vers la mer Noire a été plutôt sous domination ottomane, aux époques byzantines puis ottomanes, mais a une influence iranienne jusqu'à l'arrivée des Russes. Alors les Russes arrivent très tôt en réalité dans la région. Les premières incursions des Russes dès la prise de Kazan et d'Astrakhan, donc Astrakhan c'est en 1556, le Khanat d'Astrakhan qui est à l'embouchure de la Volga sur la Caspienne, donc traverse très tôt la Caspienne pour construire les premières forteresses au milieu du XVIe siècle, au nord Caucase. Bon, il y a eu des avancées, des reculés en fonction aussi des événements en Russie, en fonction de les forces et faiblesses des empires rivaux, ottomans et séfévides. Mais la grande poussée russe date de Pierre Ier et surtout de Catherine II, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Bon, ils mettent un certain nombre de décennies à conquérir la région, mais le Karabakh lui-même, le Khanat du Karabakh, donc à ce moment-là, c'était sous domination persane et les Persans avaient constitué un Khanat au XVIIe, XVIIe siècle, est conquis entre 1805 et 1813, avec le traité de Gulistan. Les Arméniens étant pris un petit peu en sandwich entre ces empires. Les Arméniens, dans toute cette histoire-là, mais comme les autres populations d'ailleurs locales, ont été perpétuellement prises en sandwich. Alors on a ce phénomène, justement, on parle du Haut-Karabakh et de la population arménienne du Haut-Karabakh, parce qu'à chaque vague d'invasion, on a une espèce de... Donc les populations les plus faibles ou les plus anciennes, suivant le cas, remontent un peu dans la montagne pour se protéger. Donc les conquérants occupent la plaine, qui est plus fertile. Et donc la population arménienne s'est concentrée de plus en plus sur les hauteurs. Et le Bas-Karabakh, les plaines étant occupées par les envahisseurs, avec d'ailleurs des relations économiques constantes et des problèmes d'ailleurs qui ne sont pas simplement des conflits d'ordre nationaux ou religieux, mais qui peuvent être des conflits entre éleveurs et agriculteurs, entre sédentaires et nomades, autour des zones de pâturage, autour de l'eau, bien sûr. Les adductions d'eau. Et alors en général, celui qui détient le pouvoir de distribuer l'eau et donc
celui qui a un pouvoir politique qui distribue l'eau a une espèce de droit de vie et de mort sur les uns les autres, parce qu'il fait payer cette eau où il assujettit. Donc il y a des dimensions aussi liées à la topographie, effectivement, et à l'histoire des passages. Donc dans tout le Caucase, vous avez des espèces de couches géologiques de population. C'est pour ça qu'il y a toutes ces populations entremêlées. Et à différents niveaux de la montagne, vous pouvez avoir différentes populations donc, du coup, il est très compliqué de tracer des frontières, de tracer des limites, de s'y retrouver. D'où les problèmes actuels aussi, peut-être. D'autant que, il y a eu, à l'époque russe, il y a eu, rien qu'au 19e siècle, il y a eu plus d'une demi-douzaine de redécoupages administratifs, mais il y a eu précédemment les découpages administratifs persans, ou ottomans, ou byzantins, ou arabes. Donc les zones, en fonction des dominations successives, ont été perpétuellement redessinées. C'est très important en effet pour comprendre la complexité. C'est très important pour comprendre, et notamment actuelle. En fin d'empire, comme à la fin de chaque empire, et des empires, y compris le russe, qui était, selon moi, un empire colonial comme les autres, même s'il s'en défend, même s'il y a théorie d'un empire plutôt d'expansion défensive. Alors bien sûr, il y a une configuration d'expansion dans la continuité territoriale, de colonisation, de peuplement, donc dans la continuité, ce qui fait que c'est très compliqué de définir métropole et périphérie. Bon. Mais en tous les cas, comme après chaque fin d'empire, et on a eu ça dans les empires occidentaux, les populations qui ont été, dont les territoires ont été redessinés, essaient de retrouver leur jardin, disons, leur précaré. Alors, jardin, vous dites bien finalement, parce que je voudrais rappeler à nos auditeurs que nous parlons aujourd'hui du Haut-Karabakh. Et j'ai entre les mains un livre qui est absolument magnifique, vraiment je le recommande à nos auditeurs, qui s'appelle Karabakh, Jardin des arts et des traditions arméniens. Alors, il y a un nom en arménien, vous me pardonnez si je le prononce mal, qui est Artsakh. Artsakh, oui. Artsakh. Alors, je me tourne vers vous, Anaïd. Expliquez-nous un petit peu le pourquoi de ce mot différent. Est-ce que c'est une ancienne province ? Mais c'est bien entendu le nom arménien. C'est même presque un sacrilège pour un Arménien du Karabakh, que nous appelons un Arménien de la République du Karabakh, de prononcer le mot Karabakh, qui est un mot turc, qui n'est pas persan. Et Artsakh est le nom, un des noms. Il y a eu d'autres noms de la province arménienne dite du Karabakh, qui s'étendait au-delà de l'espace actuel. Comme on vient de dire, il y a eu des changements de population extraordinaires au cours de l'histoire, et même encore tout à fait récemment, au moment de la dernière guerre entre Arméniens et Azeris, entre 1988 et 1994, où il y a eu des changements, des mouvements de population énormes entre les musulmans azeris et les Arméniens à partir de Bakou et dans toute cette région. Donc, pour les Arméniens, cette région s'appelle Artsakh. Et le titre de cet ouvrage, c'est une sorte de clin d'œil pour le public français. C'est pour bien montrer que ce jardin, puisque Karabakh veut dire jardin noir quand on le traduit, ce n'est pas un lieu quelconque, c'est un lieu où est née l'Église arménienne. Enfin, nous allons voir dans quelle mesure ce que je viens de dire est exact, et où se sont épanouis des arts toujours liés aux religieux. Voilà. C'est-à-dire les modèles. Il y a la politique d'un côté, et maintenant ce qui nous intéresse, c'est de voir dans cet imaginaire, dans cette construction historique du Karabakh, pourquoi religieusement c'est important. Alors, religieusement, c'est important parce que l'expansion, il y a des populations arméniennes qui vivent au-delà, au nord de cette rivière qui s'appelle le Kour, la Koura, qui passe par la Géorgie et qui sépare aujourd'hui l'Azerbaïdjan de la Perse, enfin de l'Iran actuel. Et dans cette région qui s'appelait, au nord de la Koura, l'Akhouani, ou qu'on appelle aussi l'Albanie du Caucase. Qui n'a rien à voir avec l'Albanie de Méditerranée. Rien à voir, mais qui est le pays et le peuple ancêtre des Azeris actuels, de l'Azerbaïdjan actuel. Cette région a été christianisée jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine distance, par les Arméniens dès le IVe siècle. C'est-à-dire Saint Grégoire l'Illuminateur, qui est considéré comme l'apôtre, je mets des guillemets au terme apôtre, de l'Église arménienne, celui qui va convertir le roi et l'amener à faire de l'Arménie le premier État chrétien
en tous les cas du monde oriental, Saint Grégoire l'Illuminateur va lui-même christianiser cette région, l'Arzach, va pousser une pointe au-delà de la Koura, c'est-à-dire va pénétrer dans cette région qui s'appelle la Rouhani, va la christianiser. J'insiste là-dessus parce que l'Azerbaïdjan, les Azeris actuels, ont donc jusqu'au 7e siècle des ancêtres qui ont été bel et bien des chrétiens. Et dans cette région, il va créer ce qu'on peut appeler le premier monastère arménien, dans une région qui est au sud de l'Arzach, à Amaras, lieu où son petit-fils, alors Grégoris, qui lui est véritablement l'apôtre, celui qui a christianisé l'ensemble de la région, qui va être martyrisé en 389, dont les reliques sont ramenés un siècle après dans ce lieu que j'ai appelé le monastère d'Amaras, où on va construire le premier monastère, cette fois-ci, j'utilise le terme pour désigner un monument archéologique, enfin un monument, le premier monastère qui existe toujours, que j'ai vu à l'état de ruine en 1994, juste après la cessation des hostilités, mais sur les ruines sur lesquelles on a relevé aujourd'hui une église sur le modèle de celle qui existait au XIXe siècle après la conquête russe, parce qu'après la conquête russe, cette région a reconnu un regain de christianisation. Ça, c'est assez facile à expliquer. Donc, cette région a subi aussi un deuxième choc culturel. C'est-à-dire qu'après la christianisation de Saint-Grégoire, lorsqu'au 5e siècle, Mesrop Mashtots, alors le saint qui a donné aux Arméniens leur alphabet, Mesrop Mashtot est censé être allé dans cette région et avoir apporté non seulement l'alphabet arménien, donc dans le premier monastère d'Amaras, mais d'avoir poussé une pointe au-delà de la Koura et d'avoir doté les Arhuan d'un alphabet qui a disparu, mais dont on vient de trouver l'existence grâce à un palimpseste qui se trouve à Tiflis et dont un des découvreurs a été le professeur Jean-Pierre Maé. Donc là, les Arméniens ont apporté quelque chose de réellement tangible, c'est-à-dire en ayant doté ce pays d'une religion et d'un alphabet, on est passé tout de suite à l'action la plus importante qui consiste à traduire les évangiles, puisque les Arméniens ont été surtout des traducteurs et des illustrateurs des évangiles. Donc, alors à partir de ce moment-là, on peut faire une liste des monastères qui existent encore dans l'Arzach, mais il faudrait peut-être faire un bilan. Ce bilan, il est peut-être exagéré, mais selon l'Église arménienne du Karabakh, dont l'archevêque est un personnage tout à fait haut en couleur, dont malheureusement je ne peux pas montrer le portrait aux éditeurs, Monseigneur Barkev. Je vois une très très belle barbe et un regard très austère. Qui est surtout une espèce de mélange de Mesrop Mashtot et de Karl Marx, mais qui est un moine combattant. Selon lui, lorsque les Russes sont arrivés dans la région, il y avait en Arzach 1736 églises et monastères. Je pense que le terme est tout à fait exagéré, mais il devait y avoir des lieux de culte divers disséminés dans les montagnes. Au 19e siècle, certainement. 19e, lorsque les Russes sont arrivés. Bon. Alors, il faut insister sur une chose très importante. À l'époque soviétique, c'est-à-dire à partir du moment où a été créée la région du Haut-Karabakh, du Haut-Karabakh, c'est-à-dire la région autonome du Haut-Karabakh. La région autonome du Haut-Karabakh, il y a eu un double mouvement de déchristianisation poussé à la fois par les autorités soviétiques, au nom de Marx et de l'athéisme, et aussi par les autorités azeries qui, tout en ne se réclamant pas de l'islam, ont quand même pratiqué une politique anti-chrétienne extrêmement efficace. Et puisque nous allons évoquer d'ici peu la mémoire de Jean-Michel Thierry, je tiens à dire que moi, la première fois que j'ai entendu parler des églises au Karabakh, cette fois-ci, et on ne disait pas l'Arzach, dans les années 70, à Paris, c'était à la suite d'une mission de Jean-Michel et de Nicole Thierry au Karabakh, qui avait obtenu des autorités soviétiques la possibilité de visiter le pays, de photographier des ruines, de monter des plans et des cartes. Et c'est là que nous avons découvert que ce pays était couvert de ruines de monastères et d'églises. Alors, aujourd'hui,
aujourd'hui, les monastères et les églises, on peut en faire la liste. Il en resterait combien à peu Il près en resterait une vingtaine de monastères, de lieux dits monastiques. habités. Une vingtaine, mais dans un état plus ou moins délabré. Le plus extraordinaire restant, le monastère de Kanzak, qui est au cœur, alors cette fois-ci de l'Arzakh, sur une montagne, et qui date du XIIIe, XIVe siècle, du XIIe au XIVe siècle, qui est la grande période, alors la grande période artistique du Karabakh, j'utilise ce terme pour ne pas dire Arzakh, tant du point de vue de la production architecturale, des khatchkars, sur lesquels je vais parler dans un instant, et des miniatures dont la plupart aujourd'hui se trouvent dans le Madenatan de Yerevan, dont il a déjà été question dans des émissions précédentes. Voilà, donc la grande bibliothèque de Yerevan dont nous avons parlé. Alors, est-ce que vous m'accordez une petite minute Claire, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 phrases comment va-t-on au Karabakh géographiquement, c'est lié avec l'Arménie. Il y a un couloir, je crois, qui permet de circuler. Je dis ça pour nos auditeurs qui voudraient y aller. Alors, le Karabakh est actuellement une république qui a proclamé son indépendance il y a 20 ans, en même temps que les autres républiques issues de l'ex-URSS. Oui. Mais c'est une indépendance qui n'est pas reconnue par les États, et en particulier pas par l'Azerbaïdjan dont ils veulent se séparer. Voisin. Donc la seule possibilité pour s'y rendre est d'aller jusqu'à Yerevan et de là de prendre soit on prend des bus. On prend soit des bus, soit il y a des petits avions, soit des taxis pour se rendre dans la région. Il y a je crois les visas sont délivrés sur place à Yerevan, mais je ne sais pas si il y a un bureau du Haut-Karabakh à Paris, donc qui n'a pas vraiment un statut de représentation diplomatique, mais qui en fait lieu. Et la sécurité est bonne, je crois, maintenant. Je crois que la sécurité est bonne. Alors il y avait, disons, à l'époque soviétique, et justement dans les premiers combats qui ont eu lieu vers la fin de l'URSS, quand les mouvements nationaux, démocratiques se sont réveillés partout et que le Haut-Karabakh a voulu demander son rattachement à l'Arménie au nom du droit à l'autodétermination des peuples, un des enjeux était la route qui permettait justement ce cordon ombilical ce cordon ombilical, c'est-à-dire le corridor de Lachin, mais dont une partie était peuplée d'Azéris, donc qui coupait les 2 territoires. Et donc il y a eu toute une lutte autour de ce corridor que les Arméniens ont fini par contrôler, et donc où ils ont construit une route. Et puis par ailleurs, dans le cadre de toutes les actions d'aide à l'Arménie et au Karabakh menées à partir de la diaspora, il y a eu dans l'un des grands projets qui a été de construire une route reliant le nord et le sud de la région. Donc il y a des routes nouvelles qui ont été construites qui permettaient les liaisons. D'ailleurs, qui était compliqué par le fait que c'est une zone de montagne, donc les circulations sont, comme dans toutes les zones de montagne, plus difficiles qu'en plaine. Et puis, d'une certaine façon, une des plaintes des Arméniens était que pendant toute la période soviétique, justement du fait de cette politique menée par Bakou, donc Anaïd vient de parler de la politique de décristallisation, mais il y avait une politique aussi de sous-développement, entre guillemets, entretenue de la région, dans laquelle on investissait peu, pour sans doute d'une certaine façon encourager les gens un peu à partir. Voilà. Anaïd, sur les Hatchkars, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous trouvons comme... Alors, les Hatchkars, ça veut dire croix-pierre. C'est quelque chose de très original qui est vraiment significatif de la dévotion populaire arménienne. Ce sont des plaques de pierre dressées qui ont entre 1,50 m et 3 m de haut, qui sont tournées vers l'est, mais dont la partie occidentale est travaillé par de la sculpture. Et le plus ancien Khatchkar que nous connaissons précisément, c'est le Khatchkar de Metz Mazrik qui date de 881, qui a été trouvé au sud du lac de Van et qui faisait partie à l'époque du domaine des princes d'Arzakh. Parce que le Karabakh a aussi fait partie du royaume d'Urartu. Enfin, comme Claire l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire extrêmement compliquée. Et ces Khatchkars ont connu une évolution au cours des siècles, jusqu'au même 21e siècle, parce qu'au moment où je vous parle, il y a des tailleurs de Khatchkars au Karabakh et à Yerevan, comme il y a, à ma connaissance, un tailleur de Khatchkars à Tours, en qui France, a fait donc école, chez nous. Et je vous rappelle aussi au passage que la diaspora arménienne, en tous les cas à France, a couvert les villes françaises de Khatchkars pour commémorer le génocide arménien. Alors ces Khatchkars sont des objets
de dévotion absolument magnifiques. Ce sont des monuments qu'on élevait dans les cimetières, mais ce sont aussi des monuments commémoratifs, comme je viens de vous le dire, et ces Kachrar ont connu des sorts terribles. Par exemple, Nakhitchevan, qui aujourd'hui fait partie de l'État d'Azerbaïdjan, de la République d'Azerbaïdjan, qui était une région largement peuplée d'Arméniens jusqu'en 1917-18, il y avait là, au bord cette fois-ci de l'Arax, l'Arax c'est une rivière affluente de la Koura qui va se jeter dans la Caspienne, il y avait un véritable immense cimetière de Khachkar à Djoulfa. Et les autorités azéries, à coup de bombardement, au sens propre du terme, ont détruit ces cimetières de Khachkar, le dernier en 2004, il y a seulement quelques années. Oui, on a vu des images terribles de cet événement. Une histoire compliquée qui est devenue limpide grâce à vous deux. Merci beaucoup Anaïd, merci beaucoup Claire. Je voudrais juste rappeler le livre dont nous parlons ce matin, Jardin des arts et traditions arméniens, le Haut-Karabakh, paru aux éditions Somoji, édition d'art. Voilà, information que vous retrouverez sur le site internet de France Culture. Je remercie Olivier Dupré, Brigitte Mazière pour la réalisation de cette émission. Ne nous quittez pas, nous retrouvons le service protestant et Michel Schaeffer. Merci.